Hello mes enfers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous l'avais teasé dans la vidéo de la semaine dernière, aujourd'hui on va parler de John George Hay qui est aussi appelé le tueur au bain d'acide. John George Hay naît le 24 juillet 1909 à Stamford dans le comté du Lincolnshire et il grandit dans le village d'Outwood à l'ouest de Yorkshire. Ses parents, John Robert Hay, qui est ingénieur pour les mines, et sa mère, Emily Hudson, font partie d'une secte protestante conservatrice qui s'appelle Plymouth Brethren, aussi appelée Assemblée de frères, et donc Hay grandit avec les valeurs de la secte. Et durant son enfance, afin d'éviter que le mal ne rentre dans le foyer familial, l'introduction des journaux, de la radio ou de quelque autre divertissement aussi simple soit-il était proscrit. Hay n'a pas le droit de pratiquer le sport en dehors de l'école et il doit toujours être impeccablement vêtu. La famille lit quotidiennement la Bible et respecte les prescriptions au pied de la lettre. D'ailleurs, en dehors des membres de la secte, ils n'ont aucun contact avec l'extérieur. De ce fait, Hay est un garçon solitaire et en dehors de l'école, il ne fréquente pas les autres enfants. Il racontera plus tard dans ses mémoires écrites en prison qu'il a fait de nombreux cauchemars, notamment liés à la religion, et plus particulièrement l'un d'eux, dans lequel il raconte qu'il y a un crucifix et qu'il se tient sous le crucifix avec une coupe pour récupérer le sang des crucifiés et le boire. Ok, c'est un peu glauque. Concernant les études, Hay n'aime pas du tout ça, il est paresseux, très immature. La seule matière qui retient son attention, ce sont les sciences, et sinon toutes les autres matières, comme elles ne lui plaisent pas, il les néglige. Hay obtient tout de même une bourse de la Queen Elizabeth Grammar School, ainsi qu'une bourse de la cathédrale de Wakefield où il est choriste. Comme il est élevé dans un milieu très religieux, il a peur de la punition divine et de la punition du diable, donc il tombe peu à peu dans une hystérie religieuse. Cependant, il se rend compte petit à petit que ses mensonges ne seront punis ni par Dieu ni par les hommes. Quand il se rend compte de ça, sa carrière criminelle débute en tant que faussaire auprès de ses camarades. À 17 ans, comme Hay n'aime pas l'école, il décide de sortir du cadre scolaire et il commence à travailler, sauf que son employeur se plaint de sa paresse. Il travaille comme apprenti dans une entreprise d'ingénieur automobile, puis dans les assurances et enfin dans la publicité. Et à 21 ans, il est licencié car il est soupçonné d'avoir volé dans la caisse. Le 6 juillet 1934, Hay, qui a 24 ans, épouse Beatrice Betty Hammer. C'est un ancien mannequin de 23 ans qui est devenu serveuse. Cependant, leur mariage tombe très vite au cauchemar car seulement 4 mois après, Hay est arrêté pour escroquerie. Il est envoyé en prison. En fait, il avait tout simplement vendu des voitures imaginaires. Les époux se séparent donc et ne se revoient plus et lorsque Hay est en prison, il apprend que son ex-femme a mis au monde une petite fille et ensuite elle l'a faite adopter. Les parents de Hay sont en colère, notamment par rapport à l'adoption, mais aussi par rapport au fait que leur fils Hay soit en prison. Dès lors, Hay tombe petit à petit dans la délinquance en volant des voitures et il a également pour objectif de se faire de l'argent avec des escroqueries à l'assurance mais aussi en achetant à crédit et pour ce faire, il donne des adresses fictives. Cependant, il est condamné de nouveau. En 1936, Hay s'installe à Londres et il devient le chauffeur de William McSwan. C'est un riche propriétaire de salle de jeu et en plus d'être son chauffeur, il fait également l'entretien de ses machines. Hay ment sur son métier, il dit qu'il est avocat, qu'il s'appelle William Cato Adamson et qu'il possède des bureaux sur Chancery Lane. Et pour couronner le tout, il se vante d'avoir 2 succursales, une à Guildford dans le Surrey et une autre à Hastings dans le Sussex. À Londres, Hay reprend très vite ses mauvaises habitudes et il vend des actions à des taux inférieurs à ceux du marché. Il va se faire prendre parce qu'il a mal orthographié le mot Guildford. En fait, il a oublié le D final et pour ça, il est condamné de nouveau à 4 années de prison. Libéré de prison pour la 3e fois, Hay a retenu la leçon. Il ne laissera plus en vie des témoins ou ses victimes. Et donc, il s'intéresse à un tueur en série français qui s'appelle Georges-Alexandre Sarret. C'était un avocat escroc qui jetait le corps de ses victimes dans des bains d'acide sulfurique afin de les dissoudre totalement.
Hay, il se dit « Ok, ça va être ma technique. Par contre, avant, il faut quand même que je vérifie si ça marche. » Donc il décide de prendre des cadavres de souris, de les plonger dans l'acide sulfurique et au bout de 30 minutes, il n'y a plus rien. Donc ça y est, sa technique, il la tient. En septembre 1943, Hay obtient un emploi de comptable puis de représentant de commerce pour une entreprise située à Crawley avant de créer sa propre entreprise qui s'appelle Union Group Engineering. Par hasard, il croise son ancien employeur, Max Swan. Il était en train de boire une pinte de bière au pub The Goats à Kensington et on ne sait pas vraiment pourquoi ni comment, mais ce dernier lui présente ses parents, Donald et Amy, et à ce moment-là, Hay apprend que Max Swan perçoit des loyers mensuels pour eux sur des propriétés qu'il possède à Londres. Envieux, Hay décide de le tuer. Alors pour ce faire, le 6 septembre 1944, il l'attire au 79 Gloucester Road à Londres et quand ce dernier arrive, il le frappe à la tête. Ensuite, il met un tablier en caoutchouc, des bottes, des gants, un masque à gaz, puis il verse de l'acide sulfurique concentré dans un baril jusqu'à ce qu'il ait recouvert le corps de Max Swan. Il était quand même précautionneux parce qu'il a pensé à mettre des gants, etc. pour ne pas justement se faire mal. 2 jours plus tard, le corps s'est entièrement dissous et il décide de verser ce qui reste, c'est une sorte d'amas de boue, dans le caniveau. Il dit 2 choses à Donald et Amy. La première, c'est que leur fils est parti se cacher en Écosse afin d'éviter le service militaire, car on est en période de Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième chose qu'il leur dit, c'est que leur fils lui a demandé de récupérer les loyers pour lui. À la fin de la guerre, ses parents se disent que c'est un petit peu bizarre quand même qu'il n'ait toujours pas de nouvelles de leur fils, donc ils commencent à s'inquiéter. Hay, il se dit, oulala, ils s'inquiètent, ils vont se douter de quelque chose, donc stratagème. Je les attire au 79 Gloucester Road en leur faisant croire que leur fils est revenu et que bien sûr il veut leur faire la surprise. Bon, vous vous en doutez, c'est complètement faux. Lorsque Donald et Amy arrivent, il les frappe à la tête, il les met dans des barils, verse de l'acide sulfurique concentré sur leur corps. Ensuite, il vole les chèques de pension de William et il va se faire passer pour William auprès du notaire afin de vendre les propriétés. Et je crois que j'ai pu lire qu'il en tirait 8000 livres. Hay emménage à l'hôtel Onslow Court à Kensington et comme c'est un joueur invétéré, il dépense beaucoup d'argent. Si bien qu'à l'été 1947, il n'a plus d'argent. Qu'à cela ne tienne, il cherche de nouvelles victimes et ces nouvelles proies sont le docteur Archibald Anderson et sa femme Rosalie Anderson. Comme le couple cherche à vendre leur maison, il se fait passer pour un potentiel futur acheteur. Il sympathise avec eux et il va même jusqu'à se faire inviter à leur crémaillère du nouvel appartement qu'ils avaient trouvé. Et pendant la crémaillère, il se montre très amical, il joue du piano, mais aussi il va aller voler un revolver calibre 38 qui appartenait au docteur Archibald. Et cette fois-ci, Hay veut faire les choses bien. Il en a marre de sa cave, donc il décide de louer un petit atelier aux 2 chemins Léopold à Crawley, dans le Sussex, et il va transférer les barils dans cet atelier ainsi que l'acide sulfurique. Le 12 février 1948, il demande au couple de passer à son atelier car il souhaiterait leur montrer une de ses inventions. Lorsque le mari arrive, il lui tire une balle dans la tête avec le revolver qu'il lui avait volé. Puis il va chercher sa femme en lui disant que son mari ne se sent pas bien. Il lui tire évidemment une balle dans la tête, puis il met les 2 corps dans 2 barils différents, il y verse de l'acide sulfurique. Vous l'aurez compris, les corps sont dissous, hop, ça y est, plus de preuves. Aussi, Hay rédige une lettre en leur nom, il vend leurs biens, cependant il va quand même garder la voiture et le chien. Il me semble qu'avec ce couple, il a également récupéré autour de 8000 livres. Le 18 février 1949, Olive Henrietta Robarts Durand Deacon, c'est une veuve respectable et riche de 69 ans, disparaît de l'hôtel londonien dans lequel elle résidait et cet hôtel, c'est le même que celui d'Hay. Comme cette dernière a des ongles décalcifiés et que Hay lui fait croire qu'il est ingénieur, elle lui demande s'il ne peut pas l'aider à créer des ongles artificiels pour cacher ses ongles. Il lui parle alors de son atelier, puis l'invite à venir voir son atelier. Cette dernière, ne se doutant de rien, s'y rend. Lorsqu'elle arrive, il lui tire une balle dans la nuque. Vous aurez deviné la suite, il met le corps dans un baril dans lequel il verse de l'acide sulfurique concentré, et tranquillement, il attend que le corps se dissolve. Sauf que cette fois-ci, il récupère ses objets de valeur ainsi qu'un manteau en peau d'agneau persan et il va récupérer un peu plus d'une centaine de livres mais c'est bien moins que ce qu'il pensait.
2 jours plus tard, Constance Lane, une des amies de la veuve, s'inquiète car elle n'a pas de nouvelles d'elle. Donc elle décide de signaler sa disparition à la police. Ces derniers tombent sur le dossier pour vol et fraude de Hay et ils se décident alors d'aller fouiller son atelier. Dans l'atelier d'Hay, les policiers trouvent un reçu de nettoyage du manteau ainsi que divers documents faisant référence aux 2 couples tués auparavant. Kate Simpson, qui est le médecin légiste, trouvera 28 livres de graisse humaine, ce qui correspond à peu près 13 kilos. C'est énorme. Il trouvera aussi une partie d'un pied humain, quelques calculs biliaires, une partie de prothèse dentaire ayant appartenu à sa dernière victime, la veuve de 69 ans, mais aussi des morceaux d'os pelviens, 2 disques d'une colonne vertébrale inférieure, un sac à main contenant un rouge à lèvres, une épingle à cheveux, ainsi qu'un cahier. Hay est arrêté et incarcéré et pendant son interrogatoire, il demande à l'inspecteur Albert Webb « Dites-moi franchement, quelles sont les chances d'être libéré de la prison de Broadmoor ?» Broadmoor, c'est pas vraiment une prison, c'est un hôpital psychiatrique à haute sécurité et donc le but de Hay, c'était de se faire passer pour un fou pour aller dans cette structure. Sans réponse de la part de l'inspecteur, il avoue les 6 meurtres auxquels il ajoute celui de Max, celui d'une jeune fille originaire d'Eastbourne et d'une femme venant du Hammersmith. Et ces 3 dernières victimes, ces 3 dernières personnes, sont des victimes dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Depuis toujours, Hay se prend pour un juriste, comme en témoignent les nombreuses escroqueries qu'il commet en se faisant passer pour tel. Au cours de ses lectures, il tombe sur l'expression latine corpus delicti, corps du délit, qui qualifie l'essence même du délit et dont l'accusation doit prouver l'existence. Alors Hay, il n'y connaît rien en latin, donc lui, il entend seulement le mot corps et selon lui, il ne peut pas être qualifié de meurtrier si on ne retrouve pas le corps. C'est donc pour ça qu'Hay dissolvait le corps de ses victimes dans de l'acide sulfurique concentré et il a même eu le culot de demander aux enquêteurs « Comment pouvez-vous prouver qu'il y a eu meurtre s'il n'y a pas de corps ?» Cependant, il va découvrir l'étendue de son erreur car grâce au médecin légiste, on peut découvrir les identités d'une victime grâce à des empreintes dentaires, à des calculs biliaires ou encore avec de la graisse humaine. Et c'est d'ailleurs grâce à ces calculs biliaires que Madame Durand-Deacon, la veuve de 69 ans, a été identifiée. Pendant son procès, Hay tente de faire passer cela pour de la folie en disant qu'il buvait le sang de ses victimes. Cependant, les procureurs ainsi que les jurys ont rejeté son aliénation mentale et donc ses avocats lui ont conseillé de faire passer ça pour de la paranoïa. Malgré l'absence des corps, il y a suffisamment de preuves médico-légales pour le faire condamner à mort pour les 6 meurtres. Le 10 août 1949, après avoir été reconnu coupable des 6 meurtres, il est condamné à la pendaison à la prison de Wandsworth à Londres et il est exécuté par le célèbre bourreau Albert Pierrepoint. Aussi, chose un peu étrange, il aurait demandé à un des gardiens de prison si on pouvait faire un essai de sa mise à mort. Forcément, sa demande a été refusée. Par contre, avant son exécution, il a eu le droit de boire du cognac. Vous vous en doutez bien, ce tueur en série n'a jamais montré aucun remords. Aujourd'hui, sa statue de cire est exposée dans le musée Madame Tussaud à Londres et conformément au dernier vœu de Hay, il est juste à côté de la statue de Jacques l'Éventreur. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que l'histoire de ce tueur au bain d'acide vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous la connaissiez et si elle vous a plu tout simplement. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.